Merci à vous d'avoir organisé cette soirée. Merci avant tout aux parents d'élèves qui se sont les premiers mobilisés, parce que sans les parents d'élèves, on ne saurait pas tout cela, et essayer effectivement de tirer d'un cas particulier des leçons beaucoup plus larges, des leçons qui vont nous amener à discuter de non seulement notre conception de la laïcité, mais à mon avis ce qui s'est passé à Manosque dépasse largement la question de la laïcité. C'est plutôt une conception aussi de l'école, c'est une conception des services publics, c'est une conception de la République. Et donc, voilà, des élèves auraient pu très bien garder ça pour eux, considérer que même s'ils avaient été très choqués, c'était une affaire personnelle. Des parents auraient pu en parler avec eux et considérer que c'était aussi qu'un cas isolé, particulier, et ne pas en faire un débat. Et moi, je suis très heureuse et je dis un grand bravo à ceux qui ont compris qu'il y avait là un vrai débat. Et à une époque et à un moment où tout le monde, y compris le premier parti majoritaire de France, souhaite organiser un débat ultra formel sur la laïcité, comme si depuis 10 ans nous parlions des petits oiseaux et des arbres et des fleurs, alors que nous parlons dans ce pays depuis déjà de nombreuses années, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime ce pays, de laïcité sans aucun problème, sans tabou, sans ni avoir peur ni confusion quand on peut. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de ce qui s'est passé, ou ce qui se passe dans certains lycées publics, et ce qui se passe aussi dans beaucoup de lycées privés, sous contrat ou hors contrat. Parce que le prosélytisme intégriste, il gagne du terrain partout, et il ne concerne pas une religion, mais à peu près toutes les tendances religieuses et sectaires. Donc aujourd'hui, vous savez, moi je suis journaliste, alors je comprends toutes les mises en garde, les précautions, etc., mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'aime les faits, j'aime partir de choses précises, et c'est de ça dont je tire des enseignements et des analyses. Donc, il ne s'agit pas de nommer quelqu'un ici, mais il s'agit quand même d'essayer de comprendre à partir d'un fait particulier qu'est-ce qu'il nous révèle du fonctionnement de l'école, qu'est-ce qu'il nous révèle d'éventuelles failles dans notre vigilance. Alors, ce fait particulier, dont j'ai eu connaissance grâce à vous, grâce encore une fois aux élèves, aux parents d'élèves, et puis aussi à Fiammetta Wener qui, la première pour le coup, a été en contact avec eux comme journaliste et qui travaille depuis plus de 15 ans maintenant sur les mouvements anti-avortement, et avec laquelle j'ai monté la revue Pro-Choix, qui est donc une revue qui travaille sur tout discours essentialiste, intégriste, et autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas ces dernières années. On a du travail, hein, ça va. Alors il y a des petites choses qui ont changé, c'est que quand on a commencé à créer Pro-Choix en 97, on travaillait sur essentiellement les mouvements anti-avortement, puis sur les mouvements anti-Pax, et on travaillait effectivement essentiellement sur l'intégrisme catholique, aussi un peu sur l'intégrisme protestant américain. Moi j'ai publié un livre sur la droite religieuse américaine, à la veille de l'élection de George Bush. La seule chose, c'est qu'à cette époque, sur ces sujets-là, on était, à gauche en tout cas, extrêmement soudés, extrêmement unis, et que personne n'aurait eu l'idée de traiter quelqu'un de catholicophobe parce qu'on dénonçait les commandos anti-IVG. Ça a été plus compliqué, plus difficile quand on a traité de toutes les religions. Mais ce soir, grand bonheur pour moi, en tout cas, grand plaisir, je vais parler d'un sujet qui m'apparaît au regard de ces dernières années finalement beaucoup plus simple, l'intégrisme catholique. Et l'intégrisme catholique, je trouve ça très très bien d'en parler à nouveau parce que il se porte très bien. Il va extrêmement bien, merci pour lui. Et donc il est tout à fait nécessaire que cette vigilance s'applique à nouveau. Il se porte très bien au niveau de l'Église, à l'intérieur même de l'Église, puisque la plupart des courants qui aujourd'hui ont réussi à faire en sorte que tout catholique d'ouverture, des catholiques de gauche, soit marginalisé, etc., eh bien c'est parce qu'on les a remplacés par des catholiques ultra-conservateurs, que ce soit les catholiques traditionnalistes, après lesquels court le nouveau pape Benoît XVI, ou les catholiques de l'Opus Dei, ou les catholiques de la Légion du Christ, après lesquels courait son prédécesseur Jean-Paul II. Donc c'est un changement au sein de l'Église catholique très lourd. On a décidé que les catholiques d'ouverture, les catholiques de gauche étaient marginaux, c'était eux qui devaient se taire s'ils avaient soutenu la théologie de la libération ou s'ils tenaient des propos trop progressistes, notamment sur l'avortement, notamment sur la question de l'homosexualité ou de l'égalité homme-femme. Mais par contre, dans le même temps, les courants catholiques les plus intolérants, vecteurs d'homophobie, vecteurs de sexisme, sont institutionnalisés avec des dérapages qu'on l'on sait. C'est que par exemple un courant comme la Légion du Christ, dont le fondateur a commis plus d'une centaine de viols sur ses propres séminaristes, il a fallu quand même attendre à peu près 50 ans pour que les plaintes des victimes soient entendues de la hiérarchie catholique et que son fondateur ait
plus de 83 ans pour qu'il soit mis à la retraite. Et ça n'est que très récemment, après des centaines et des milliers de plaintes de par le monde contre des prêtres, que ce mouvement a enfin été mis sous tutelle par le Vatican. C'est pour vous donner un peu l'ambiance dans laquelle nous sommes. Ça, c'est au sommet de l'Église, mais évidemment, ça a des répercussions sur le militantisme de terrain. Et ça a des répercussions dans nos classes, dans nos villes, parce que le militantisme anti-IVG n'est absolument pas un extrémisme au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Il est la norme, il est l'évidence, il est celui qui est encouragé par tous les prêches, par toute la doctrine la plus officielle et la plus officiellement portée par le pape Benoît XVI. Et donc ça donne des ailes à un certain nombre de militants, où qu'ils soient. Et si ces militants sont professeurs, ils peuvent s'autoriser, en toute bonne foi, se sentant même soutenus par les plus hautes autorités de la foi qui les animent, à aller très très loin dans leur militantisme. Alors, on va commencer par le militantisme qui nous occupe parce qu'il a touché en plus un lycée public, c'est d'autant plus fort. Et puis ensuite, on parlera de l'explosion des écoles privées, sous contrat et hors contrat, où ce caractère intégriste est de plus en plus réaffirmé, parce qu'on est en train d'assister à un vrai détricotage de l'éducation nationale comme service public, et on est en train d'organiser la concurrence du service public d'éducation par des écoles privées confessionnelles de plus en plus sectaires et de plus en plus intégristes, qui ressemblent de moins en moins aux écoles privées catholiques qu'on a connues il y a quelques années. Je vais rassurer tout le monde sur le fait que je ne suis pas sectaire, j'ai grandi dans le public, j'ai aussi été à l'école privée, et même à l'école privée d'Aix-en-Provence catholique. Je peux vous dire que c'était pas la plus ouverte d'esprit, mais on n'a jamais eu des professeurs comme le monsieur dont nous parlons ce soir. Même dans une école privée catholique d'Aix-en-Provence, nos professeurs étaient plus ouverts d'esprit. Donc c'est un problème. Et le problème qui a démarré notre débat ici, et vos inquiétudes ici, n'est pas un fait isolé. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui, à l'intérieur de tout un parcours d'enseignement, soudainement, de façon totalement isolée, se met à projeter un film au titre du débat. Un film qui se trouve être trop violent. D'abord, le film dont on est en train de parler, parce que là, il faut quand même rentrer un peu dans le sujet pour qu'on comprenne de quoi on est en train de parler. Ce sujet qui s'appelle « No need to argue », pas besoin d'argumenter. C'est déjà en soi un problème quand on est en train d'animer un atelier d'éducation civique, de projeter un film qui s'appelle « Pas besoin d'argumenter ». Puisque le but de ce cours, c'est d'apprendre à argumenter. Ensuite, quand on voit le film, et je vous assure que des films anti-avortement, depuis 12 ans que je travaille dessus, et en ayant fait des livres entiers dessus, j'en ai vu beaucoup. Celui-là, j'ai pas pu le voir jusqu'au bout. Je n'ai pas pu. Et je suis pas sensible. Vraiment pas. Donc si je n'ai pas pu le voir jusqu'au bout, je me suis quand même imaginé 2 secondes ce que ça avait fait sur des lycéens. Des lycéens à qui on a interdit de sortir de la salle s'ils n'avaient pas déjà un mot d'excuse, ce qui est absolument hallucinant. Des lycéens qui nous racontent qu'on a dit aux filles « si vous ne pouvez pas le regarder, tournez-vous ». Mais là, on est au-delà du prosélytisme. On est devant une forme de violence morale. On est devant un acte qui n'est pas un acte d'enseignement. Ce film est en plus un film non seulement d'une extrême violence, mais c'est un film extrêmement mensonger. Deuxième problème, est-ce que le cours d'éducation civique est destiné à diffuser des films mensongers qui présentent comme des avortements des fœtus qui sont issus de fausses couches ou d'avortements très tardifs? Avec, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et je crains que vous ayez tous été obligés de vous renseigner ensuite sur Internet, mais des images de membres démembrés, justement, de petites mains sectionnées qui crient au secours, quasiment le cri silencieux qui a longtemps été un film de propagande des mouvements anti-IVG, qui justement a été diffusé et continue de l'être parfois dans des lycées privés, n'atteint absolument pas 1/10 de la violence de ce film. D'inspiration américaine, souvent réalisé d'ailleurs à partir d'avortements très tardifs permis aux États-Unis, mais pas permis en France, sauf dans des conditions thérapeutiques extrêmement encadrées. Mais le but de cette projection n'était pas de susciter un raisonnement. Ça, fait partie du problème. Le but n'était pas de susciter, de la part des élèves, un débat. Il était de susciter l'horreur, de susciter la peur. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, sur n'importe quel autre sujet, un professeur d'une autre confession, extrêmement pieux, extrêmement fondamentaliste,
Je n'ose imaginer ce qu'un professeur salafiste projetant un film de propagande aurait récolté comme réaction. Quand un enseignant, au nom de sa foi catholique, projette un film de propagande extrêmement violent, destiné à semer la peur, il est quand même légitime qu'on se pose la question de savoir s'il faut le renvoyer dans une classe. Et quand on apprend que, contrairement à ce que nous dit l'inspecteur d'académie, qui se retranche derrière le fait que c'est la première fois qu'on lui signale ces faits, et qui nous dit « Bon, c'est la première fois qu'on nous le signale, on n'avait jamais rien entendu avant. » Mais quand moi je vois monsieur, ce professeur, à la tête de la manifestation de la Marche pour la vie d'il y a quelques mois, prendre un micro et dire devant la foule qui est présente, donc de manifestants anti-avortement venus l'acclamer, ça fait 5 ans que dans ce lycée, on m'empêche de faire exactement ce que je veux. On m'empêche, ça veut dire qu'on sait ce que je vais faire. On m'a enlevé mon vidéoprojecteur pour pas que je diffuse mes films anti-avortement. Ça veut dire que depuis 5 ans dans ce lycée, on sait la psychologie personnelle de ce monsieur, on sait son militantisme, et que la seule chose qu'on a trouvé à faire pour réagir, c'est de lui enlever son vidéoprojecteur. Donc maintenant, il le passe sur son ordinateur, si j'ai bien compris, ou il a trouvé un autre moyen de le faire. Sur son ordinateur, c'est ça. Bon, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est donc la première fois que ces faits ont lieu dans sa classe, et surtout, le moindre journaliste, ce qui a été le cas de Fiammetta Vénère et de l'équipe qui est venue essayer de comprendre ce qui s'était passé, le moindre journaliste qui pose des questions aux élèves s'aperçoit que dans ce lycée, visiblement, quand des élèves arrivent, ce qu'ils se racontent en premier, quand on sait qu'on a ce professeur, c'est « tu verras, il est très bizarre ». Tu verras, il a déjà diffusé aux classes dans les années passées des choses très bizarres. Tu verras, il est un petit peu obsédé par la question de l'avortement. Et d'ailleurs, en général, il est tellement obsédé que quand il fait un cours sur Athènes, il parle de l'avortement à Athènes. Là aussi, vraie interrogation sur est-ce que c'est bien dans le programme d'histoire-géographie que de s'intéresser au droit à l'avortement à Athènes. Mais quand en plus le but du cours est destiné à montrer que la démocratie, y compris à travers l'exemple de la démocratie athénienne, est vouée à l'échec et qui est une société de décadence, parce que d'ailleurs, déjà, sur l'avortement, il y avait des débats, ça devient un double problème. Est-ce qu'on est toujours bien dans le cadre du programme d'histoire de géographie ? Mais ce qui me paraît représenter peut-être le plus grave par rapport à la conception qu'on peut se faire de l'enseignement et du rôle d'enseignant, c'est que quelqu'un se présente à ses élèves en les mettant dans la complicité de son extrémisme, en se présentant à ses élèves comme faisant partie d'un groupuscule, ayant des activités illégales, qui lui vaillent d'être persécuté par l'État dit totalitaire, c'est ce qu'il raconte à ses élèves, parce que la démocratie et la laïcité seraient des idées totalitaires, et que lui, grand résistant, grand juste, qui fait des commandos anti-avortement, va montrer la ligne, l'exemple, le courage à ses élèves. Mais ça s'appelle du recrutement.